Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira, 168, dernier épisode de la saison. Bon Dieu, que le temps passe vite. Je suis en surjeu. École Francis Huster. J'espère que vous allez bien en ce début d'été, que tout va bien, hein, que vous êtes épanoui, que vous êtes terrasse, que vous êtes heureux, que vous êtes heureux. J'espère voilà, que vos névroses ne sont pas en train de vous ensevelir, comme c'est le cas de certaines personnes qu'on appelle les protestants. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Bah, comme d'hab, on va parler de 5-6 sujets, hein, de choses qui sont en lien avec ma vie, ce qui s'est passé, moi, et encore moi. Je trouve que je parle pas assez de moi. On va parler de moi, mais on va parler de vous aussi. On va parler de la société. On va parler de l'ère du temps, de l'éthos, hein, comme on dit dans au milieu des gens qui veulent avoir l'air intelligents. Premier sujet. Allez, petite anecdote. J'ai déjeuné jeudi, si la mémoire est bonne. On est dimanche hein, quand j'enregistre ça. Jeudi, je déjeune avec deux copains, dont un qui est en pleine sèche, comme on dit. On va se dire les choses très clairement. Il était gros avant. Il commence à faire attention, très attention à ce qu'il mange, et il est en train de fondre à vue d'œil et de devenir beau. Oh là là, il devient beau. Voilà, hein, il m'a ébréché dans mon hétérosexualité, pour tout vous dire. Non, mais il devient très beau. Et on parlait ouais, de son régime très vite, on l'a abordé vite fait. Et il est heureux, il est bien, il se sent bien dans son corps. Et là, je me suis dit quand même, il y a un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec tout ce qu'on va appeler le body positive. Alors attention, je précise tout de suite les choses. C'est très bien quand on est une personne grosse. Je l'ai été à des périodes de ma vie. Je pense que je vais le redevenir aux alentours de 40-45 ans. Je pense que je vais m'effondrer physiquement. Et la fin de ma vie, je serai une grosse personne. C'est comme ça. Et bah, c'est très bien d'être une personne grosse, de pas être trop mal dans sa peau quand on l'est. Et genre, si on vous stigmatise sur le fait d'être gros, et bah, de vous défendre et d'aller envoyer se faire foutre les gens qui vous stigmatisent parce que vous êtes gros. Cependant, il va falloir qu'on arrête aussi de nous faire croire, hein, dans certains magazines aussi, que c'est genre euh, pareil, aussi bien, aussi agréable à vivre que d'être une grosse personne par rapport à une personne à la forme, à l'indice de masse corporelle dans la moyenne. C'est pas parce qu'on dit aux gens arrêtez de stigmatiser les gros qu'il faut non plus aussi faire croire que c'est mieux, voire aussi bien d'être un gros qu'une personne avec un indice de masse corporelle. Moi-même, faisant un yo-yo permanent, je suis très mal quand je suis dans la fourchette hausse de mon indice de masse corporelle, 75 kilos pour voilà, 1m67, 68, 1m52 diront les mauvaises langues. Je me sens pas bien. Et quand je commence à revenir dans la moyenne et que je revois mon pipou, et ben là je suis heureux. Je me sens bien dans ma peau, ma condition physique est mieux, ma respiration est mieux, je me sens mieux dans mes vêtements. Il y a tout qui est mieux quand on est moins gros. Voilà, quand on est la version moins grosse de ce qu'on peut être, il y a tout qui est mieux. Et là, ça me fait penser aussi à d'autres choses, genre les stars qu'on a pu connaître un peu grosses, hein, genre Laurent Ournac, Adèle, la chanteuse Adèle, hein. Au début, on était là, ouais, body positive, ouais, non, c'est bien, c'est des grosses personnes, il faut les accepter comme ça. Moi, je suis bien dans ma peau, hein, j'aime mes formes et je vous emmerde tous. Sauf que quand ces personnes ont fait un petit truc, un petit twist, hein, de nutrition, hein, que ce soit parce qu'il y a un petit anneau qui a été posé ou ce genre de choses, et qu'on découvre leur version normale, j'allais dire, d'elles-mêmes, on se dit, waouh, putain, quand même, elles sont déjà vachement mieux d'un point de vue esthétique. Et puis elles, après, elles disent tous, ah non, mais au fait, c'est le jour et la nuit, je suis vraiment heureux dans ma peau aujourd'hui, tel que je suis. Guy Carlier, pareil, même dans une moindre mesure, je dis n'importe quoi. euh, Fianso, le rappeur, hein, avant il mangeait un petit peu, l'alcool, tout ça. Là maintenant il a repris soin de lui. Il te dit, bah voilà, je suis bien dans ma peau, je fais du sport et tout ça. Donc à un moment il va falloir arrêter de faire croire, hein, que la version euh, lâcher prise de nous-mêmes, hein, avec de la graisse qui pend comme ça et tout ça, ce que je suis un petit peu aujourd'hui, hein, c'est mieux
c'est mieux que la version normale, ou au moins aussi bien. Voilà, non, à un moment quand on est en bonne santé, ça dit pas qu'il faut avoir un six-pack partout, et comme ça et tout, mais genre, quand on est dans la version genre dans la moyenne de soi-même, bah c'est un petit peu mieux, je crois. Voilà, je tenais à dire ça. J'espère que vous allez être en colère en ayant entendu ces propos inadmissibles, sans doute. Hein, je ne sais pas. Allez, deuxième message, deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. Bon, là, moi, je retourne au Cinoche, hein, je vais voir des petits films et tout ça, voilà, parce que j'ai envie d'aller dans les salles obscures et tout ça. Et là, il y a un truc qui va pas sur les films, c'est les réalisateurs, hein, qui sont mis en avant. Euh, j'ai pensé à ça parce qu'on commence à voir les teasers de Eiffel et moi, hein, le film sur la construction de la tour Eiffel avec Romain Duris. Et voilà, il y a marqué un film de, et il y a le réalisateur, alors qu'en fait, la base du projet, le scénar, bon bah voilà, il a été porté par une scénariste, puis après, elle a été un petit peu spoilée. Non, spolié, mis de côté, et puis ça a été pris par d'autres scénaristes et tout. Mais en tout cas, la base du projet, ça reste le scénar, hein. C'est pas un réalisateur qui a dit je vais absolument faire ce truc-là, et qui a monté le projet comme ça. Ce qui arrive certaines fois, mais ce qui n'est pas le cas là. Et je me demande pourquoi, au fait, sur le cinéma, on met autant les réalisateurs en avant, comme si le film était vraiment d'eux, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui ont accouché ce film. Alors évidemment, ils ont une vision globale de lumière, d'esthétique, de cadre, de musique, de direction d'acteurs, de casting et tout ça. Une direction qu'ils essayent de donner, d'impulser au film. C'est eux qui sont là très tôt et qui sont là quasi jusqu'à la fin. Euh, mais, euh, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on les vend plus que des scénaristes, plus que un acteur, plus qu'un producteur, par exemple. Alors vous pourrez me dire, oui, mais sans le réalisateur, le film n'existe pas. Bah, il peut exister avec un autre réalisateur. Ce ne sera pas le même film, mais c'est la même chose pour les acteurs. Si tu vires les acteurs et que tu prends d'autres acteurs, bon, bah, c'est pas exactement le même film, mais il peut exister quand même. C'est-à-dire que le réalisateur n'est pas irremplaçable pour que le film existe. Euh, et je me suis dit, c'est marrant parce qu'il n'y a que sur les films qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on attribue à une seule personne, qui est pour moi donc surcotée, hein, socialement, le réalisateur ou la réalisatrice, à qui on attribue un travail alors que c'est un travail extrêmement collectif. Je veux dire, on ne dit pas l'iPhone de Steve Jobs, hein, ou le Mac, l'iMac ou le MacBook de Steve Jobs. Ben non, parce que derrière il y a des ingés, il y a des petits Chinois qui fabriquent le Mac. Hein, tout ça est un travail collectif et on ne dit pas le Mac, on dit le Mac d'Apple, de la marque, hein, qui centralise tout ça, mais on ne dit pas d'une personne, on ne dit pas Facebook de Mark Zuckerberg, même si c'est le fondateur, parce qu'on a très bien conscience que la plateforme Facebook est le travail de 15 000 personnes pour qu'on puisse voilà, se rappeler de l'anniversaire d'un cousin. Voilà. Non mais voilà, c'est ma réflexion du moment. Vous me dites, hein, vous n'hésitez pas à me dire si je suis tout seul dans mon coin, à penser que les réas sont un peu surcotés. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de qualité quand il y a un bon réa, mais qu'on leur attribue des mérites un tout petit peu trop grands par rapport à ce qu'ils apportent vraiment à un film. Allez, on passe au sujet suivant, les amis. Je vais vous raconter une petite scène. Elle m'a fendu le cœur. Elle m'a fendu le cœur. Je rentrais un soir. Je rentrais, j'allais rejoindre Mamour, hein. J'étais à Boulogne-Billancourt, pour tout vous dire. Et dans la rue, il faisait nuit, hein. Et je sortais d'un petit cours de bagarre. Ouais, je sais me défendre. Et dans la rue, je marche comme ça, et puis me rejoint à mon niveau comme ça un livreur, Deliveroo, Uber Eats, en vrai je ne sais plus la marque, euh, un homme, 30, 35 ans, euh, épuisé, je ne sais pas comment le dire autrement, il était épuisé, c'est-à-dire il me rejoint, il fait 10 mètres, il s'arrête, il se tient le genou, avec un vrai visage de genre fatigue, souffrance et tout ça. Il retente d'avancer. Il fait 2 3 mètres, peut-être 5, allez. Et il se réarrête en se tenant le genou. Le mec ne pouvait plus avancer parce qu'il avait trop mal au genou. Et comme beaucoup de livreurs Deliveroo, Uber Eats, tout ça, c'était un livreur noir.
Et je me suis dit, mais au fait, on est où là, au fait? Je me suis dit, on est où? Est-ce qu'on ne serait pas sur un petit parfum d'esclavage moderne? Alors, ce n'est pas techniquement de l'esclavage, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qu'on force à travailler contre une absence de rémunération. Mais genre, il y a quand même un côté, la bourgeoisie blanche, dont le confort dépend du travail acharné et pénible d'une communauté en minorité et dominée socialement. Et moi, j'ai trouvé ça terrible comme image. Alors, il se trouve que moi, je n'ai pas d'appli genre Uber Eats, Deliveroo et tout ça. Mamour, elle en a un petit peu, hein. Ça se trouve, c'était son shirashi au saumon mariné qui était en route. Mais là, je lui ai dit, Mamour, écoute, je crois que c'est pas bien. Je crois que on en a fait quelques-uns. Je crois qu'il faut arrêter parce que ouais, c'est confort, hein. T'es chez toi, t'es dans ton canapé, tu reçois un texto. Hein, votre menu B2 est en bas. Toi, t'as plus qu'à descendre 2 étages pour aller chercher des brochettes bœuf fromage. C'est sûr, c'est hyper agréable, c'est confort. Mais je crois qu'en vrai, c'est un peu moins bien, hein. C'est comme même principe qu'Amazon, hein, on est sur la même philosophie. La pénibilité qui devait être la nôtre, c'est-à-dire se déplacer jusqu'à un restaurant, ou pour Amazon une librairie ou autre, un magasin, eh ben on a arrêté de la prendre pour nous et on a fait peser ce poids du transport sur les épaules de quelqu'un d'autre. Parce qu'au fait, l'objet ne se téléporte pas. On a l'impression qu'il se téléporte avec les applis et tout ça. On commande et on a l'impression que le livreur est téléporté en bas de chez soi. Mais non, 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 il fait de la route et il en fait beaucoup. Et il en fait peut-être beaucoup trop pour juste 1 500 € de chiffre d'affaires par mois, au fait. Et j'ai l'impression en plus qu'ils sont considérés comme de la demeure. On a vu quelques extraits d'infos où un cum qui agresse et qui insulte de manière extrêmement raciste un livreur Uber Eats ou Deliveroo, et ça commence à se multiplier. Et je crois que dans la tête des gens, ils sont en train de commencer à considérer les livreurs Uber Eats, Deliveroo vraiment comme des esclaves des temps modernes. Alors, même si c'est techniquement pas de l'esclavage, s'il y a le rapport humain qui va avec, ben en fait, on va arrêter ça tout de suite, hein, parce qu'il est hors de question qu'on prête le flanc à ce genre de choses. Et moi, ce qui me chagrine encore plus, c'est quand même que, on va se dire les choses, les gens qui profitent de ce type de service, Deliveroo, Uber Eats, Frishti, peut-être ce genre de choses, on est quand même sur une population assez, en tout cas à Paris, je sais pas comment c'est dans les autres grandes villes, on est sur une population un petit peu bobo quand même, hein. C'est-à-dire des gens qui disent avoir des valeurs éthiques, qui s'indignent beaucoup, hein, de ce qui se passe dans l'actu, des propos des uns et des autres, hein, des gens qui sont les premiers à dire ah non, c'est scandaleux que vous stigmatisiez telle personne, et puis derrière, ça se fait livrer un pas de taille par quelqu'un dont on ignore le nom, dont on ignore l'histoire, dont on ignore la souffrance, et puis c'est juste confortable. Et puis derrière, on boit de la sangria avec un pas de taille, et puis on n'en a rien à faire de ce que ça a causé comme conséquence sur les gens qui font les livraisons. Et je me dis, attention, attention les loulous, hein. Il y a un petit peu d'hypocrisie, hein. On savait que tout le monde est hypocrite. Moi aussi, je suis hypocrite, hein, sur certains domaines. Je dis des choses, je fais totalement le contraire. Mais là, sur ce sujet-là, je suis un petit peu plus cohérent. Et donc, je mets une petite alerte, hein, pour les loulous. Attention les loulous, vous commencez à avoir cramé tous vos points d'hypocrisie. Il va falloir refaire un stage de cohérence pour regagner vos points, hein, parce que là, on commence à être un petit peu dans l'excès. Bref, voilà, je voulais vous raconter cette scène-là, hein. Ne pas oublier que derrière le confort qu'on a, qui est très cool, c'est vachement bien le confort, j'adore ça. Moi, plus c'est confortable, mieux c'est. Sauf que des fois, au fait, bah, c'est plus confortable, sauf que l'inconfort, en fait, on l'a juste transféré sur quelqu'un d'autre. Euh, alors, c'est le principe du monde du travail où parfois on délègue des choses, genre les gens qui font construire une maison ou changer un parquet ou qui font repeindre leur appartement, ils ont recours à des peintres en bâtiment ou en peintre d'intérieur parce qu'ils savent mieux le faire que toi. Et puis pour toi, ça va être pénible ce truc. Donc tu préfères donner 15 000 € à quelqu'un pour qu'il repeigne ton appart. Très bien. Sauf que là, les conditions de travail des livreurs Deliveroo ou Uber Eats, elles sont genre quand même vachement moins bien que juste des gens qui
peignent un appart ou qui posent un parquet. Donc attention à ça les loulous. Voilà, c'était la petite alerte de la semaine. Je sais pas ce que ça vaut, je m'en fiche. Allez, on va parler des journalistes les loulous. Tiens, les journalistes, beaucoup de journalistes se font livrer par Deliveroo, Uber Eats et tout ça, hein. On est clairement sur une des cibles de ce genre de service. Bon, on va parler des journalistes. Je vais tout vous dire, j'ai été journaliste, moi, à une époque, de manière très courte. Après, je commençais à m'emmerder beaucoup trop et je me suis dit, je vais faire des blagues. Mais j'ai été journaliste entre 2009 et 2012. Voilà. Et avant ça, j'avais fait 2 ans d'études de journalisme. Donc, on va dire, le journalisme m'a fortement intéressé, ou que je l'ai pratiqué entre 2007 et 2012. Voilà. Donc, j'ai un petit regard sur la profession et sur le fait de produire de l'information. Moi, j'ai été journaliste télé. Et je suis en train de un petit peu en revenir. Alors, pour moi, c'était un métier ennuyeux, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Mais là, les amis, je crois qu'il y a un problème avec la corporation des journalistes, où ils vont devoir à un moment se remobiliser, parce que je les trouve extrêmement moyens dans leur qualité de boulot. Et je pense qu'ils devraient bosser un peu plus et un peu mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les nombreuses polémiques que je vois sortir chaque semaine, euh, souvent la façon dont ils sont présentés par les journalistes, c'est quand même un peu, alors c'est pas biaisé d'un point de vue volontaire, mais c'est souvent incomplet, pas exhaustif, et ça change vraiment la perception des faits que les journalistes nous proposent à travers leurs magazines, euh, revues, sites, ce que vous voulez comme support médiatique. Et, hum, et je suis en train de me dire que les journalistes, faut qu'ils se bougent le cul, parce que c'est une profession importante quand même, journaliste, hein. On informe les gens, et ça forge l'image que tu te fais du monde. Et il y a plein de problèmes, hein, au sein des journalistes. Alors j'en ai vu, moi j'ai été confronté personnellement à quelques cas précis, genre pour la presse écrite. J'adore la presse écrite, mais il y a un problème de la presse écrite, c'est qu'ils ont des formats qui sont limités, et que quand ils font 45 minutes d'interview, en réalité dans un portrait papier de la presse écrite, ils peuvent mettre concrètement peut-être que l'équivalent de 3 minutes 30 de ce qui a été dit, quoi. Donc ils sont obligés de faire des choix dans les phrases et dans les interventions, sauf qu'en fait ils les coupent et ils les assemblent, ils assemblent des extraits entre eux, sauf qu'en fait dans un papier de presse écrite, on ne voit pas les coupes. On ne voit pas que tel morceau, au fait, et tel autre morceau qui se suivent. En fait, en vrai, il y a peut-être 12 minutes qui ont été dit au cours de la véritable interview. Et ce qui manque aussi dans la presse écrite, mais ça c'est le problème de la presse écrite, c'est le sous-texte. C'est quand tu dis une phrase, l'intention avec laquelle tu la donnes, qui peut s'entendre via la musicalité de la voix, les pauses et tout ça, ça compte énormément. Ça compte énormément. Et moi, il y a des phrases que j'ai dites, qu'on a retranscrites telles quelles dans la presse écrite, mais si tu les lis telles qu'elles sont présentées dans l'article, ou dans le portrait, ou dans ce que tu veux, l'intention n'est pas la même. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je vous raconte. Mais un autre problème que j'ai vu aussi sur la télé, alors ça c'est pas pour moi personnellement, c'est vraiment le fameux c'est sorti de son contexte. Il y a un vrai problème avec le journalisme télé où, comme ils veulent montrer des extraits de ci et de là, un peu comme pour la presse écrite, ils coupent, ils montent, et le problème, c'est qu'il nous manque souvent ce qu'il y a juste avant et juste après. Et ça change, généralement, ça change la perception de ce qui a été fait. Dernier exemple en date, c'était l'altercation de Éric Dupond-Moretti et Damien Rieu, si je ne dis pas de bêtises sur le nom, un militant du Rassemblement national, où ils se sont embrouillés dans le Nord. Euh, les médias ont relayé essentiellement le montage qui a été fait par le mec du Rassemblement national, où le mec brille un petit peu. Et genre, il manque, je dis n'importe quoi, aux alentours de 4-5 minutes de la véritable altercation, et qui change un peu la perception de la chose, quoi. Et donc là, le problème des journalistes, c'est qu'ils n'ont pas recontextualisé le montage du mec du Rassemblement national. Mais le problème des journalistes, c'est qu'eux-mêmes font ça des fois, de faire des montages en gardant que des extraits pour essayer de synthétiser la chose. Sauf qu'en fait, on perd énormément d'informations contextuelles, et qui changent le sens ou la valeur de ce qui est montré à l'écran. Et après, l'autre énorme problème pour moi des journalistes, et là je l'ai revu encore là récemment, c'est qu'ils ont les yeux, pas tous, hein, mais les yeux rivés sur les réseaux sociaux, sur comment on réagit à mon article, à mon sujet, à mon reportage. Est-ce que c'est repris, est-ce que ça crée un bad buzz et tout ça. Et c'est horrible, parce que ça change même la ligne éditoriale
des médias qui soient web, radio, télé, presse écrite, magazine ou ce que tu veux, quoi. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à s'affranchir de ce truc-là et qu'en plus, ils soient plus rigoureux, quoi. Moi, j'aimerais que la plupart des journalistes arrivent à avoir la rigueur d'un cache investigation, d'une très bonne enquête de Mediapart ou de complément d'enquête ou ce que tu veux, ou d'un très bon docu de chez Arte, qui sont jamais parfaits. Il peut y avoir des failles, comme dans n'importe quel boulot. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que les journalistes ont du mal à reconnaître qu'ils font des erreurs. Alors que dans n'importe quel boulot, on fait tous des erreurs. Moi-même, des fois, je balance des vannes. C'est pas les meilleures vannes du monde. Peut-être que j'ai été un petit peu feignant et qu'au fait, j'aurais pu monter le curseur d'écriture. Parfois, quand je suis en spectacle, je savonne, je dis mal quelque chose. Parfois, ça m'arrive, je dis une connerie. Il y a quelques épisodes dans deux où j'ai dit des conneries, c'était des erreurs factuelles. Bon, c'était pas sur des trucs trop graves, c'était sur Harry Potter, Fort Boyard, etc. Donc ça va, hein, il n'y a pas de mal. Mais il y avait quand même des erreurs. Et les journalistes ont du mal à reconnaître qu'ils font des erreurs. Et je pense qu'il faudrait qu'ils se ressaisissent. Parce que là, en l'état, les journalistes sont plutôt pas très très bons, quoi. Alors après, ça c'est ma théorie sur le monde du travail, c'est que dans n'importe quelle profession, il y a une immense majorité de gens moyens, hein, qui font leur boulot mais qui le font pas très très bien. Il y a des erreurs, il y a des inexactitudes, il y a un peu de paresse et tout ça, mais ils le font mais moyennement, quoi. Et ça, on peut le voir chez les journalistes, des médecins, des ouvriers, des ébénistes, ce que tu veux. Ensuite, il y a une petite quantité de gens qui font très très bien leur boulot, hein, qui sont dans l'excellence. Chez les journalistes, ça va être un cache investigation. Chez les artisans, bah, ça va être tous les gens qui vont être décorés de la collerette meilleur ouvrier de France, ou les restaurateurs qui vont avoir 2, 3 étoiles. Voilà, c'est une petite minorité de gens qui sont excellents. Et puis il y a une petite minorité de gens vraiment très 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 mauvais, qui, peu importe ce qu'ils font, seront mauvais. Et la qualité est pas là. Et je pense que c'est pareil chez les journalistes. Il y a une très grande quantité de gens moyens, voilà, qui font leur boulot avec des erreurs, avec de la flemme intellectuelle, ce genre de choses. Et puis il y a des gens qui bossent très très bien. Et puis il y a des gens qui bossent très 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 mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de nos amis journalistes. Ressaisissez-vous, hein. Et là je parle à mes copains, hein, parce que j'ai quand même une bonne moitié de mes copains qui sont journalistes, hein. On se ressaisit les gars, hein. On est exigeant dans son exigence. Allez, on passe au dernier sujet. La saison de trop. Vous savez que ça me fait peur. Alors là, pourquoi je voulais parler de ce sujet-là, hein. Dernier épisode de 168, avant les vacances, hein. Après on fait une petite pause, on coupe, on parle plus à personne. C'est comme ça. Alors je ne sais pas s'il y aura 168 à la rentrée. Pour tout vous dire, je ne sais pas. J'aime bien ce format. J'aime bien le fait de discuter dans le vide, hein, et puis de vous accompagner comme ça dans vos lundis matin, mardi matin. S'il y en a qui m'écoutent le mercredi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si je vais continuer. Je pense qu'il y a encore une marge d'amusement et puis que vous n'êtes pas lassé du format, je crois, hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment cette peur artistiquement de la saison de trop. C'est ce qui m'a fait arrêter France Inter au bout de 3 saisons et demie, Quotidien au bout de 2. Là, en 2, pareil, je l'arrête parce qu'une saison de plus, je pense que ce serait risqué. Et c'est prendre le risque de faire des épisodes qui seront pas juste moins bon que d'autres, mais genre juste correct, ça fait le boulot. Moi, j'ai pas envie d'arriver dans ce truc-là de genre ouais, ça fait le job, ouais, ça passe. Moi, j'ai très 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 peur des saisons de trop. Et pour moi, là, le moyen d'éviter ce syndrome-là, c'est de s'arrêter. Bah, quand ça marche très bien, quoi. Il y a pas 10 000 solutions, quoi. Parce que si tu t'arrêtes à partir de la première saison où tu commences à t'essouffler, bah les gens ils se disent ouais bon c'est bien qu'il a arrêté parce que ça commence à s'essouffler. Après le pire étant quand même tu t'arrêtes 6 saisons trop tard après 6 saisons de trop, là les gens disent ouais bon bah c'est plus ce que c'était là, c'est poussif, hein. Moi j'ai arrêté de regarder parce que ouais, j'accroche plus. Ça pour moi c'est le pire. Mais après le problème d'éviter la saison de trop, ce que je crois savoir faire, c'est de s'arrêter un chouïa trop tôt, quoi. Parce que si tu t'arrêtes,
Si tu t'arrêtes avant la saison de trop, mais que tu avais encore 2 ou 3 saisons potentielles qui pouvaient bien marcher avec une belle énergie, où ton format il marche toujours, bah t'exploites pas le plein potentiel de ton format, hein. Pour moi, c'est un peu voilà ce qu'ils ont pu faire, mais en même temps, c'est très bien ce qu'ils ont pu faire avec Bref, Kian Kojandi et Bruno Muccio. Ils ont fait une seule saison de Bref, quoi. Et c'était culte, ça a été une tuerie et ils l'ont arrêté. Je pense qu'ils ont eu énormément de sollicitations pour le continuer. Ils ont arrêté. Alors, ils ont fait la même chose avec Serge Le Mito. Pareil, qui a été une collection et ça a très très bien marché et ça a explosé et c'est presque culte, tu vois. C'est une bonne façon de faire les choses, je pense, pour marquer. Après, il y a toujours ce truc-là de est-ce que ça valait pas le coup d'en faire 2, 3 saisons de plus? Parce qu'après, parfois, pour devenir culte et pour marquer les gens, faut faire minimum 3, 4 saisons, hein. Le SAV d'Omar et Fred, ça a commencé, je crois, de mémoire, j'ai peur de dire une connerie, mais à cartonner au bout de 3, 4 saisons, quoi, tu vois. Donc parfois, il faut maintenir. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas quoi vous dire à propos de ça. En tout cas, 168, bon, a priori, je sens que ça va peut-être revenir à la rentrée, sauf contre-indication, hein, que je vous ferai savoir, mais a priori, ça revient. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon épisode. On va s'arrêter là. J'espère aussi que vous avez passé un bon semestre, hein, parce que voilà, ça fait un petit semestre qu'on suit en mode 168. J'ai essayé de me livrer un peu, de réfléchir, hein, d'avoir des angles un petit peu intéressants. Si ça vous a plu, bon bah, et vous parlez, vous parlez du podcast à d'autres personnes, hein. Le bouche à oreille, c'est important, hein. Et faites-le vraiment, hein. C'est pas une demande en l'air, hein. Je veux que vous en parliez à table, machin, sur internet. Moi, je veux le voir partager ce truc-là, hein. Faut me le rendre viral, hein, parce que là, je suis à 12 écoutes par épisode, hein. On est très très loin de pouvoir attirer des marques telles que Fleury Michon ou Sloggy. Bon, allez, bref, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon été, des belles vacances pour ceux qui en ont. Soyez forts, vous prenez soin de vous et puis vous prenez soin d'une autre personne au moins minimum. Après, pas plus, parce que après, c'est un peu fatigant. Allez, besos.